Monsieur le conseiller spécial, comme chacun le sait, l'actualité dans notre pays aujourd'hui, c'est la guerre à l'est du pays et de plus en plus maintenant on parle de négociations et à ce sujet-là, votre nom a été abondamment cité ces derniers temps dans la presse à l'occasion de la mission que vous venez d'effectuer en Afrique du Sud. Et bien entendu, la première question que l'on peut vous poser, c'est de savoir quel était l'objet de votre séjour en Afrique du Sud. Merci Omar Loïté. J'ai été en Afrique du Sud 2-3 fois, je dirais, à la demande ou bien mieux à l'invitation du vice-président sud-africain, Thabo Mbeki, qui a adressé un message au président de la République afin de me dépêcher auprès de lui, parce qu'il était à la veille de la rencontre avec son homologue des États-Unis et l'un des points inscrits à l'ordre du jour était la situation qui prévaut au Zaïre et dans la région des Grands Lacs, et il était nécessaire pour lui de recueillir tous les éléments nécessaires de la personne la mieux indiquée qu'est le chef de l'État pour pouvoir traiter de ce dossier avec son homologue américain. Raison pour laquelle je me suis rendu pour la première fois rencontrer le président sud-africain pour le tenir pleinement informé de tous les détails de la situation qui prévaut dans notre région. Alors, c'est sur invitation de l'Afrique du Sud, mais nous savons que pendant la même période, il y a eu plusieurs personnalités d'autres pays qui ont défilé en Afrique du Sud, toujours en rapport avec la situation au Zaïre. Il y a des émissaires américains et même des représentants de la rébellion. Est-ce que vous n'avez pas eu d'autres contacts en dehors des dirigeants sud-africains? Oui, il faut faire des confusions et je crois que c'est cela qui a été à la base de toute la confusion qui a régné dans la tête des personnes. En un premier temps, j'ai été voir le président Thabo Mbeki dans le contexte que je vous ai dit, mais il s'est avéré qu'il avait besoin, dans l'effort qu'il entreprend, donc l'Afrique du Sud, dans la recherche de la solution dans la région des Grands Lacs et dans la crise qui sévit au Zaïre, il a dû, n'oubliez pas que l'Afrique du Sud est parmi les 4 pays de contact. L'Afrique du Sud, le Kenya, la Zambie et le Cameroun. Donc, ils sont en train de procéder à des larges consultations pour essayer de trouver une solution négociée à la crise que nous connaissons dans notre pays. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai été invité pour rencontrer la délégation américaine qui était conduite par M. George Moose et ensuite rencontrer la délégation sud-africaine pour nous concerter et chercher les voies et moyens de trouver une solution pacifique qui pourrait faciliter la conclusion des efforts qui se déploient dans le cadre, n'est-ce pas, de la réunion de Nairobi et même des consultations africaines. La presse a évoqué particulièrement une rencontre éventuelle qui aurait eu entre vous et le président ougandais. Effectivement, j'ai rencontré le président ougandais parce que, comme vous le savez, la position de notre gouvernement et la position du chef de l'État est celle-là. Nous avons toujours dit que Kabila n'était pas le véritable agresseur. Pour nous, les vrais agresseurs, ce sont les 3 pays voisins dont les armées régulières sont entrées dans notre pays et qui occupent notre pays. Et nous avons toujours gardé cette ligne de conduite pour dire, s'il faut parler, nous devons parler aux véritables agresseurs et leur passer le vrai message de notre part et discuter avec eux pour voir déjà les possibilités de pouvoir arrêter la guerre. Parce qu'au Maloïté, il faut retenir une chose, et je crois que notre opinion nationale devrait le savoir. On ne fait pas la guerre pour la guerre. On fait la guerre pour la paix. Quand on est attaqué, il est de notre devoir de faire la guerre, de résister, de riposter par l'armée pour bouter l'ennemi dehors. Mais la guerre n'est pas un plaisir, parce que la guerre conduit à des pertes de vies humaines. Mais au moment où on fait la guerre,
Il y a dans un pays plusieurs institutions qui travaillent. Il y en a qui font la guerre, mais il y en a qui font la diplomatie. Il y en a qui font la diplomatie ouverte, il y en a qui font la diplomatie secrète. Donc il y a tout cela qui font la réalité de tous les États organisés du monde. Remarquez même en Israël, quand ils étaient en conflit armé avec Yasser Arafat, si ils se sont réconciliés, croyez-moi, ce n'est pas par les armes. C'est parce que quelque part, il y avait des gens qui faisaient la diplomatie secrète pour traiter avec Yasser Arafat, chercher des solutions et arriver à la paix. Quand Israël a mené la guerre à l'Égypte, quand il y a eu la paix de Camp David, vous croyez que cette paix est tombée du ciel? Non, c'est parce que quand il y avait la guerre, quelque part, il y avait des hommes qui travaillaient pour la paix. Et c'est ce travail-là que je fais à côté du président de la République. Voilà, vous faites ce travail-là, mais c'est fait que, justement, à l'occasion, cela a soulevé quelques remous ici dans le pays, sur le plan politique, parce que, justement, il y a des gens qui ne voyaient pas très bien comment le président de la République que vous représentiez avait pu amorcer une telle démarche, alors que ce domaine relève de la collaboration des pouvoirs et que le gouvernement n'aurait pas été avisé au préalable pour que vous puissiez vous concerter afin de mener ces négociations. Non, Maloété, de telles réactions relèvent simplement de l'ignorance des fonctionnements des institutions. Et c'est aussi une forme de manque d'expérience. Je comprends ça, pendant la transition, il y a des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas été dans les affaires de l'État pendant longtemps et ils ne savent pas comment les choses fonctionnent dans la marche de la chose publique. La diplomatie, regardez dans notre constitution, c'est un domaine de collaboration, comme la défense. Cela veut dire que le gouvernement travaille de concert avec le chef de l'État. Et moi, je suis le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Je vous ai dit, moi, je m'occupe plus de soutenir le chef de l'État dans ses actions politiques et diplomatiques. Vous m'avez vu sillonner plusieurs pays africains avant et pendant la guerre. Vous croyez que ce travail-là ne profite pas au gouvernement? Tout ce que nous faisons profite au gouvernement. Quand un chef de l'État demande à son collègue de lui envoyer un envoyé spécial pour qu'il puisse le consulter, pour voir s'il y a un apport que ce pays ou ces différents pays peuvent apporter, pour que le chef de l'État autorise son conseiller spécial à aller entendre et écouter les propositions, il faut qu'il réunisse le conseil des ministres. Non. Ou peut-être informer le gouvernement qui peut avoir une... Mais le gouvernement a été informé en temps opportun. Je ne pouvais pas, le chef de l'État n'a pas informé le gouvernement que autorisez-moi d'envoyer mon conseiller spécial pour aller voir un tel chef d'État. Je crois que ce n'est pas ça que le gouvernement attend du président de la République. Mais dès qu'il m'a envoyé, je suis arrivé, j'ai eu des contacts avec le responsable sud-africain, j'ai eu le contact avec la délégation des États-Unis. Je suis rentré, j'ai fait rapport. Moi, je ne fais pas rapport au gouvernement. Je ne dépends pas de gouvernement. J'ai fait rapport au chef de l'État. Le chef de l'État a tenu le Premier ministre pleinement informé du résultat de mon contact là-bas. C'est alors que le Premier ministre aussi informera le gouvernement. La preuve, lorsque je suis parti, le gouvernement a envoyé un responsable de service dépendant du gouvernement pour me rejoindre. Et justement, on a considéré effectivement le fait que ce responsable vous ait rejoint en Afrique du Sud comme étant justement la matérialisation de la critique qui vous avait été faite d'avoir agi un peu en cavalier seul. Et là-dessus, j'ajoute également qu'on vous suspectait de ne pas pouvoir négocier pour l'intérêt de l'État, étant entendu que vous êtes non seulement le conseiller particulier du président, mais également son neveu. On a dit les intérêts de l'État pouvaient passer peut-être en second lieu. On vous a adjoint quelqu'un qui, lui, pouvait rétablir les choses. Alors, je vois que ça c'est de la politique fiction, ce que vous dites là. Voilà. D'abord, je voudrais dire une chose. Que ce soit les chancelleries occidentales ou les Européens qui me collent l'étiquette de neveu du chef de l'État, je peux comprendre.
Mais que ce soit les Aïrois qui le fassent, alors j'ai dit, c'est soit de la naïveté, soit simplement de la méchanceté. Parce que je ne suis pas le neveu du chef de l'État et tous les Aïrois le savent. Du moins tous les Aïrois dignes de ce nom qui veulent s'informer sur la réalité de leur pays. Le président est à Gbadolité, mon village d'Abouzi est à 300 km de celui du président. Mais ce n'est pas ça le problème, Komaloété. La fidélité politique n'est pas liée au sang. Ce n'est pas le fait d'être Mbandi ou être frère ou cousin du président Mobutu qui fait de quelqu'un fidèle du président Mobutu. Vous avez dans ce pays les Baluba qui sont plus fidèles au président Mobutu que certains bandits. Vous avez dans ce pays les Bakongo, les gens de toutes les régions qui ont donné leur vie pour le président. Regardez notre camp militaire, le camp Kokolo. Ce lieutenant qu'on l'appelle Kokolo, vous le connaissez. Les Aïrois n'aiment pas lire l'histoire de leur pays. Kokolo est mort à la place du président Mobutu. Est-ce que Kokolo est un bandit? Il ne faut pas qu'on puisse nous perdre le temps avec ces histoires-là. C'est la fidélité. Moi, je suis fidèle au président Mobutu. Et je suis plus proche du président Mobutu. Peut-être même que certains de ses frères de sang. Sur le plan politique, c'est ça qui importe. Et quand je suis parti pour discuter du problème dont je vous ai parlé, de la solution pacifique de cette guerre que nous connaissons, et lorsque nous avons fait rapport, le président a tenu à informer le Premier ministre. Le Premier ministre m'a reçu et je lui ai donné le détail de tout cela. Et il a estimé qu'à cette phase, le gouvernement ne pouvait pas encore s'engager officiellement parce que nous sommes dans une phase de prospection de terrain pour voir comment on peut arriver à une solution pacifique. Alors il m'a dit, nous avons demandé au directeur général de la DGSN de vous appuyer. Moi, je suis conseiller spécial, je n'ai pas toutes les données du terrain. Lui, il est l'homme du terrain. Il vient comme cela, lui, il a les données fraîches du terrain, il peut me les donner pour pouvoir maintenant mener bien mes négociations. C'est tout. Mais tout ce que vous dites là n'est que des spéculations et de la naïveté. Alors revenons un peu aux négociations, aux pré-négociations, aux contacts que vous avez pris en Afrique du Sud. Et quels en sont les résultats concrets? Voilà, je ne peux pas à ce niveau rendre public les résultats. Ouais. Ce que je peux vous dire, c'est que le président Mandela, qui m'a reçu longuement, le président Thabo Mbeki, qui m'a reçu longuement, et nous avons passé des nuits blanches de séances de travail avec la délégation sud-africaine et avec la délégation américaine pour essayer de labourer le dossier en vue de permettre au gouvernement ainsi qu'au président de la République de lever les options nécessaires le moment venu. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire qui exige beaucoup de discrétion de ma part. Et je ne peux pas être là pour étaler le résultat de ce que nous faisons, mais je crois que dans toute crise dans le monde, on ne doit jamais négliger le bras diplomatique pour le résoudre. Parce que au Maloété, vous me permettez, je vais vous faire une observation. Remarquons et regardons tout autour de nous. L'Angola. Ça fait 20 ans qu'il est en guerre. Et c'est après 20 ans, des centaines de milliers, je dirais des millions d'hommes qui sont morts, ils sont seulement terminés autour d'une table. La Somalie, on n'a pas résolu le problème rien que par la guerre. La Yougoslavie, ils se sont entretués et ils ont terminé autour d'une table. Yasser Arafat et Israël, ils se sont entretués, mais aujourd'hui ils sont autour d'une table. C'est pour vous dire que la réalité historique démontre que la guerre ne résout pas entièrement le problème. C'est pour cette raison que bien que la guerre avait commencé, bien que moi-même j'avais dit qu'il est de notre devoir de pouvoir combattre le rebelle, l'ennemi, et le bouter dehors, cela n'exclut pas et ne contredit pas l'effort diplomatique que nous devons déployer pour une solution de paix. Kabila dont nous parlons, pour ne prendre que ce cas, il est le produit de quoi?
le produit de la rébellion de 1964. Et pourtant, nous avons anéanti la rébellion militairement en 1964. Voyez-vous que quand la solution militaire est là, elle ne résout pas tout. La preuve, Kabila est encore vivant aujourd'hui. Et le problème, la séquelle du problème est toujours là. Donc nous pouvons aujourd'hui, nous, gouvernement zaïrois, bouter les rebelles dehors, bouter l'armée dehors. Est-ce que vous croyez que le problème sera pour autant résolu? Non. Nous devons privilégier en même temps la solution de paix. Et moi, en tant que chrétien, je vous dis d'abord que s'il y a une solution qui peut éviter le coulement de sang, je n'hésiterai pas une seule seconde à privilégier et à utiliser cette voie-là. Et je crois que la négociation que nous menons maintenant ne sont pas en contradiction avec la guerre qui se déroule. Parce qu'à ce propos-là, les gens ont suivi les déclarations précédentes que vous avez faites. Vous étiez, comme la plupart des responsables zaïrois, assez stricts, assez durs quant à l'obligation que le pouvoir se faisait de récupérer les territoires perdus et de bouter l'ennemi dehors. Et les gens se disent, voilà, il est maintenant dans une ouverture qui va vers la négociation. Est-ce qu'il est la personne la mieux indiquée pour mener ces négociations? Est-ce qu'il ne sera pas gêné peut-être par ses premiers sentiments ou ses premières prises de position? Voilà, c'est une erreur de croire que ce sont les sentiments. Ce sont des prises de position des responsables. Vous êtes responsable d'un pays. Le gouvernement et les institutions sont là pour protéger le peuple zaïrois et l'intégrité du territoire zaïrois. Et lorsque le Zaïre est attaqué, le premier devoir des institutions légales, c'est de protéger par tous les moyens le territoire national. Ça a été une position que j'ai annoncée et que je respecte toujours. Mais j'ajoute à cela ceci, que tout en le faisant, il faut toujours tenir compte que la guerre ne résout jamais toute la problématique. Il faut par tous les moyens qu'il y ait aussi la voie du dialogue pour pouvoir résoudre le problème. Et ici, le problème étant encore beaucoup plus complexe, parce que nous n'avons pas affaire seulement à une rébellion, une petite rébellion à l'intérieur du pays, mais nous avons surtout affaire à des puissances qui sont derrière des pays voisins qui envahissent notre pays. Et pour ça, au Malouété, croyez-moi, nous devons envisager sérieusement la possibilité de résoudre ce problème. Et c'est quand j'avais annoncé cette position, j'étais en même temps porteur du message du président Mobutu à travers toute l'Afrique. Ce n'était pas pour aller demander des armes, c'était pour aller demander que toute l'Afrique se mobilise pour trouver une solution de paix. C'est ce qui se fait maintenant. Alors, le gouvernement fait ce travail de son côté, le président de la République le fait aussi de son côté. Oui, c'est ce que j'allais demander. Là, on voit bien le président de la République, pour les raisons que vous venez d'expliciter si bien tout à l'heure, est engagé également dans cette logique de paix qui est louable. Est-ce que le gouvernement est également dans la même position? Le gouvernement ne peut pas ne pas être dans la même position que vient faire le vice-premier ministre Kamanda aux Nations Unies. Il n'est pas allé demander des armes. Il est allé demander des solutions et la pression de la communauté internationale pour qu'on trouve rapidement une solution de paix dans notre pays. Donc nous tous, nous travaillons dans cette même direction. Les gens croient voir des divergences superficielles. C'est parce que ce sont des gens qui ne connaissent pas les choses qui se font en profondeur. Il y a, comme on dit, diversité des tâches. Le gouvernement fait son travail, le président de la République fait son travail avec ses collaborateurs. L'essentiel est que tous les efforts convergent vers un but. Et ce but, c'est la paix. Ce but, c'est l'intégrité du territoire national. Aujourd'hui, nous, avec l'effort que le maître Kamanda a déployé en Europe, il est en train de mobiliser l'opinion européenne à pouvoir s'impliquer réellement pour mettre fin au massacre qui se déroule dans notre pays. Et ce que nous sommes en train de faire en Afrique du Sud, c'est exactement la même chose, à la demande d'un chef d'État qui est membre de la commission des 4 chargée
de rencontrer le président Mobutu dans une date qui sera divulguée très prochainement pour lui faire un rapport en vue d'amener le Zaïre à la réunion de Nairobi 3 afin de trouver un cadre de paix pour toute la région. Or, le Zaïre a posé une condition. Pour que nous allions là-bas, il faut d'abord que les agresseurs sortent de notre territoire. Et si nous n'entreprenons pas des contacts maintenant pour qu'on puisse obtenir le retrait de ces troupes, comment on pourra aller à Nairobi? Il faut des contacts préalables sur le plan diplomatique. C'est ce que le gouvernement fait de son côté, c'est ce que le président de la République fait de son côté à travers ses collaborateurs, et la coordination se fait entre le président de la République et le Premier ministre. La preuve, c'est que quand je suis rentré, j'ai fait mon rapport au président de la République, il m'a envoyé auprès du Premier ministre, j'ai fait le rapport, le Premier ministre a pris des décisions pour renforcer l'équipe que je conduisais là-bas, et nous sommes allés et nous poursuivons le travail. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de contradiction de part et d'autre. Voilà, l'objectif c'est la paix, et ce que vous êtes allé faire en Afrique du Sud, et peut-être ce que fait le ministre des Affaires étrangères aussi à l'extérieur, constitue des premiers pas. Comment peut-on envisager la suite, même s'il ne faut pas dévoiler les secrets, comme vous l'avez dit, mais comment peut-on envisager la suite? Est-ce qu'il y a des échéances que l'on peut connaître en dehors des échéances fixées par, je dirais, la communauté internationale à Nairobi et à Lomé? Bon, d'abord, vous devez savoir qu'il y a 3 échéances qui sont officiellement connues. Il y a l'échéance de la rencontre des 4 chefs d'État du groupe de Nairobi, dont j'ai cité les noms ici, le président Mandela, le président Mugabe, le président Moi et le président Biya, qui devront rencontrer le chef de l'État très prochainement. Et il y a l'étape de Nairobi 3, qui est conditionnée à la réussite de certains préalables que le gouvernement du Zaïre pose. Et puis il y a le sommet extraordinaire de l'OIA qui a été envisagé, et si ma mémoire est bonne, qui devrait se tenir au Togo. Ce sont là les 3 étapes. Mais dans l'entretemps, ces étapes, pour qu'elles réussissent au Maloété, il faut qu'il y ait des hommes qui travaillent avec la volonté de trouver des solutions pacifiques. Et c'est ce travail-là que fait le président Mobutu avec ses collaborateurs. C'est ce travail-là que fait le gouvernement qui, d'un côté, mène la guerre. C'est évident, il doit mener la guerre, on ne doit pas laisser le pays envahi. Mais nous menons tous ces efforts pour que nous puissions arriver à une conclusion, qu'on arrive au niveau de la rencontre des chefs d'État, les 4 chefs d'État auprès du président Mobutu, avec un dossier concret en main. Parce que si nous ne faisons rien, les 4 chefs d'État viendront voir le président Mobutu avec quoi? Et si nous ne faisons rien, qu'est-ce qu'on ira dire à Nairobi 3? Se regarder dans les yeux pour prononcer des discours diplomatiques? Ce n'est pas de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin que cessent les massacres des vies humaines. Et aujourd'hui, nous travaillons durement pour que les hostilités s'arrêtent dans le respect, n'est-ce pas, de l'intégrité et de la souveraineté de la République du Zaïre. Et également, pour que ces négociations réussissent, il faudrait que de la part du Zaïre, il y ait une certaine homogénéité de points de vue, tant entre les différentes institutions, le gouvernement, le président et le Parlement, mais également, même au niveau de la classe politique, il y a l'opposition, il y a le pouvoir et toutes les divisions que nous connaissons. Est-ce que il y a une concertation prévue à ce niveau-là? Je vous répondrai à 2 niveaux. Il faut d'abord savoir que dans tout pays du monde, il est difficile d'avoir l'unanimité de point de vue. Et c'est ça qui fait la démocratie. J'entends des gens qui me critiquent pour dire « vous aviez dit qu'il faut se battre, pourquoi vous négociez ?» Je respecte leur point de vue. Mais moi, je suis convaincu qu'il n'y a que la solution de la paix, même s'il y avait une victoire militaire d'un côté comme de l'autre. J'ai dit même si. Mais la solution de paix, réellement, c'est celle-là qui doit prévaloir et résoudre le problème. Donc l'unanimité de point de vue, c'est pratiquement impossible dans un pays. Vous avez vu même la guerre du Golfe. Dans la guerre du Golfe avait divisé les pays européens et les gouvernements à l'intérieur. Même à l'intérieur du gouvernement, il y en avait qui étaient pour la guerre du Golfe, d'autres contre la guerre du Golfe. Donc ce n'est pas un phénomène unique au Zaïre. Mais nous devons simplement faire l'effort de pouvoir
réunir, n'est-ce pas, un consensus qui puisse aller dans le sens de sauver notre peuple, c'est-à-dire d'arrêter le massacre des vies humaines, de donner la paix à notre pays et de recouvrer l'intégrité du territoire et de nous mettre en paix aussi avec nos voisins. Parce que c'est le grand problème. S'il y a cette guerre, c'est parce qu'il y a des problèmes avec nos voisins. Quel peut être le rôle, je voudrais savoir précisément du Parlement, au Conseil de la République, Parlement de transition dans ces négociations, tout au moins dans leur préparation? Vous savez, je suis conseiller spécial du chef de l'État, j'appartiens à une institution qui est chef de l'État, je suis un homme très discipliné. Vous remarquez que je n'aime pas parler au nom du gouvernement et je ne le ferai jamais. Vous êtes aussi intellectuel et je n'aime pas parler non plus au nom de analyste politique. Oui, je pourrais émettre plutôt mon avis personnel, sans engager l'institution président de la République à laquelle j'appartiens. Je dirais plutôt, en ce qui me concerne, que le Parlement porte une lourde responsabilité pour cette situation. Moi, je vous dis ceci, je me verrais, moi, dans un parlement comme celui-ci, sillonner les autres parlements d'Afrique pour essayer de les sensibiliser avec ce qui se passe ici chez nous. Parce que le problème est du Zaïre. C'est-à-dire, nous croyons que quand nous parlons ici à Télé Zaïre, le problème est résolu. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas ça. Parce que je vais vous dire un petit détail. Lorsque le président de la République m'a envoyé au début de ces hostilités, informer ses pairs africains, vous savez que plus de 3/4 des chefs d'État africains à qui je déposais le dossier n'en revenaient pas. Ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Mais une histoire aussi grave, comment se fait-il que nous ne sommes pas informés? Vous voyez, le drame du Zaïre, c'est que nous ne sommes pas présents dans le monde. Nous laissons les autres parler à notre place. Moi, je crois que le Parlement a un grand rôle à jouer. Non simplement dans l'enceinte de palais du peuple, mais à l'extérieur aussi. Les parlementaires devraient aussi sortir, aller prendre même des contacts. Pourquoi pas avec les collègues des pays avec lesquels nous sommes en guerre. C'est ça le problème. Et je vais aller plus loin. Pour moi, je voudrais même saisir cette occasion pour dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, les hommes de Dieu devraient aussi prendre leurs responsabilités entre les mains. Les hommes de Dieu qui doivent œuvrer pour la paix. Les églises sans barrière de dénomination. Les évêques, les pasteurs, non seulement du Zaïre, mais du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, de tous ces pays qui sont en guerre. Ils doivent tous se lever, se rencontrer pour faire une pression sur les gouvernements des pays respectifs pour amener la paix. Donc ce n'est pas une affaire du président Mobutu ou du premier ministre ou des ministres ou simplement des parlementaires. Mais il faut que maintenant les hommes de Dieu se mobilisent. Il faut que maintenant tout le monde se mobilise parce qu'il s'agit ici de problèmes de vies humaines, mon frère Omalouété. Donc il n'y a pas de limite. Je dirais que le Parlement fait bien déjà son travail. Le Parlement a interpellé le gouvernement. Il a bien fait son travail. Il a insisté pour que le gouvernement mette les moyens à la disposition de l'armée pour mener la guerre. Mais je souhaiterais que le Parlement aille plus loin, qu'il sorte même en delà des frontières. Alors, toujours dans cette recherche de solutions et en regardant dans la classe politique, il y a un point de vue qui émerge de plus en plus, c'est celui qui consiste à proposer une négociation tripartite entre le président Mobutu, M. Etienne Tshisekedi, qui est le chef de file de l'opposition radicale, et Laurent Désiré Kabila. Vous savez, je crois que notre pays souffre encore de la difficulté de l'intériorisation des notions de démocratie. Je ne porte pas un jugement sur ce projet. Je vous réponds par un exemple. Regardez en France. Il y a eu dernièrement des débats sur le problème de la loi Debré. Qu'est-ce qu'on a vu? Est-ce qu'on a demandé une concertation entre Lionel Jospin et Chirac? Lionel Jospin a pris ses responsabilités pour émettre son point de vue. Moi, je crois que maintenant, au moment où nous sommes, si un leader politique croit qu'il doit travailler dans un sens pour apporter sa contribution,
il faut qu'il exige la présence du président Mobutu. Les institutions font leur travail. Les partis politiques doivent faire leur travail. Et pour que les partis politiques fassent un travail... Peut-être qu'ils proposent un schéma. Oui, mais c'est un schéma. Mais vous dites bien, c'est un schéma, ce n'est pas le schéma. Alors, si ce schéma-là traîne, envisagez un autre, soyez inventifs. Moi, je crois qu'il n'y a pas que ce schéma-là, il y a plusieurs autres schémas pour aller vers la paix. Donc, si on veut dialoguer, si on pense qu'on peut amener quelque chose dans le processus de paix, moi, je crois qu'il ne faut pas attendre le président Mobutu pour le faire. Il faut que chacun puisse amener du sien. Voilà, on va négocier un jour, monsieur le conseiller spécial, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien négocier dans une rencontre comme celle-là, de la part du Zaïre, notamment? D'abord, de la part du Zaïre, je vous dis tout de suite, et c'est ce que nous avons dit à tous nos interlocuteurs, le Zaïre n'a pas grand-chose. Le Zaïre doit demander plutôt aux autres, que me voulez-vous? C'est comme si vous êtes dans votre maison. Moi, j'entre dans votre maison, sans crier gare, je vous donne un coup de poing. Et quelqu'un vient, il nous sépare. À qui va-t-on poser la question? À vous, on vous dira pourquoi on vous frappe. Non, on doit plutôt poser la question à celui qui est venu vous frapper. Mais pourquoi vous avez violé sa maison et vous êtes venu lui donner un coup de poing? C'est que vous avez un problème contre lui. Dites-le, et si c'est un problème réel, résolvons-le. Je crois que c'est ça l'exemple. À ce sujet-là, nous sommes dans notre pays, oui. Nous sommes attaqués par l'Ouganda, par le Rwanda, par le Burundi. Alors, quand nous devons nous rencontrer, d'abord, comme nous avons dit, il faut d'abord qu'eux sortent de notre maison et qu'ensuite, s'ils ont des problèmes contre nous, qu'on les mette sur la table et qu'on dise qu'est-ce qu'il a fait que vous puissiez attaquer ce pays voisin. Alors, si ces raisons sont valables, on va les examiner. C'est ça le sens des négociations. Laurent Kabila, qui est à la tête de cette rébellion, le dit. Il dit ouvertement qu'il veut le départ du président Mobutu. Et vous croyez que c'est une raison vraiment sérieuse? Parce que je vais dire là-dessus deux choses, Omar Owete. La première chose, parce que vous parlez souvent, et vous avez raison, tout le monde parle souvent de Kabila. Mais prenons le premier point. Qui est Kabila? Kabila, moi je sais. Il y a quelque temps, Kabila était fermier en Ouganda. Quelque part dans une ferme tout près de Kampala, au sud de Kampala. Il était là. Il n'avait pas d'armée. Il n'avait pas d'argent. Aujourd'hui, vous voyez Kabila à la tête d'une grande armée, affichant la tête d'un chef d'État, ayant des chars, des blindés, des missiles sol-sol, des missiles sol-air, ayant plus de 20 000 hommes, 30 000 hommes à son commandement, avec une logistique de carburant pendant 6 mois, contrôlant une longueur de 1000 km, avec une profondeur de 300 km à l'intérieur du pays. Sincèrement, entre nous, vous croyez que c'est vraiment Kabila qui est le responsable de tout ça? Moi, je voudrais que vous puissiez répondre. Ça, c'est clair. Nous n'avons pas affaire à Kabila. Donc, laissons l'affaire Kabila de côté. Et puis, quand il dit « je veux le départ du président Mobutu », il veut ce départ comment? Par sa déclaration? Par les armes? Alors, quand il voudra le départ de Mobutu par les armes, donc il acceptera que lui aussi, il parte aussi par les armes. Donc nous revenons aux époques des coups d'État des années 60 et 70, où c'est le plus fort avec des armes qui dit à l'autre partie. Nous avons ici aujourd'hui une constitution. Et je n'entre pas dans les détails des débats que nous avons eus en Afrique du Sud, c'était entre autres tous ces points. Mais nous avons aujourd'hui, au Zaïre, une constitution qui est reconnue non pas seulement par tous les Zaïrois, mais qui est garantie par la communauté internationale. N'oubliez pas, pour ceux qui ont la mémoire courte, à l'extérieur comme à l'intérieur du pays, les accords du Palais de Marbre ont été co-signés par l'Union européenne et l'ONU, par la signature de l'Akhtar Brahimi, qui avait été mandaté par les pays de la Troïka, la France, la Belgique et les États-Unis, et par l'ONU,
parce qu'il représentait le secrétaire général de l'ONU. Donc ce qui s'est fait aujourd'hui au Zaïre est garanti par la communauté internationale. Alors moi je pose une seule question à ceux qui causent avec Kabila. Qu'est-ce qu'il manque dans la conjoncture actuelle qui puisse justifier qu'ils prennent les armes pour venir changer la procédure actuelle de la transition? Voilà une question que le Zaïre pourra poser le moment venu. Alors dans ces négociations, on va bientôt terminer, dans ces négociations, est-ce que le Zaïre ne pourrait pas aller avec le désavantage de la situation militaire sur le terrain? C'est une crainte. Et là, je crois que c'est le souhait de tous les Zaïrois. Chacun doit faire son travail. Moi, je suis dans la branche de la diplomatie secrète autour du président de la République. J'ai fait mon travail. Le gouvernement a deux tâches, de faire la diplomatie officielle, même la diplomatie secrète aussi, mais aussi de mener la guerre. Donc, bien entendu, nous avions dit ça au début, nous devons faire face militairement à ces gens. Sinon, nous n'aurons pas la force de négocier comme il se doit. Et c'est pour cette raison que mon souhait, et je suppose que c'est le souhait de tous les Zaïrois, est que notre gouvernement puisse requinquer l'armée pour qu'elle tienne sur le terrain afin que les deux actions militaires et diplomatiques puissent porter le fruit que nous tous nous attendons, c'est-à-dire la paix pour le peuple du Zaïre. Et ce sera ma dernière question, monsieur, monsieur le conseiller spécial. Cette guerre a le visage qu'on lui connaît du côté zaïrois. Quelles leçons au niveau du président de la République vous tirez de cette guerre? Quelle vision vous en avez? La vision que j'ai de cette guerre, vous parlez de moi ou bien du président? Le président de la République. Mais je crois que le président de la République l'a déjà répondu très clairement. Lorsqu'il est rentré de Nice, il s'est exprimé très clairement. Et lorsqu'il a reçu le président arabe Moïse Agbatolité, il l'a exprimé aussi très clairement que c'est le résultat de l'hypocrisie dans notre région des Grands Lacs au niveau des dirigeants politiques. D'un côté, ils disent une chose et de l'autre, ils font une chose. Et je voudrais ajouter une chose qui doit être très importante, que notre peuple doit comprendre très bien. On veut nous faire croire que cette guerre est une guerre zaïroise. C'est archi faux. Cette guerre est une guerre qui nous vient de l'extérieur. Et je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Parce que tous les problèmes, même si on nous dit les problèmes des Banyamulenge, comme on l'avait prétendu au début. C'était le point de départ, oui. On nous a d'abord dit au début que c'était le problème des Banyamulenge. Mais maintenant, on a trouvé que le scénario de Banyamulenge était tellement ridicule que maintenant on nous parle d'une alliance des Lumumbistes. Fabriquée comment, Dieu seul le sait. Mais tous les problèmes que nous avons sont des problèmes qui nous ont été importés des pays voisins. Les conflits Hutu-Tutsi dans notre pays est importé des pays voisins. Tous les problèmes, les intérêts amoués et les ex-phares, ils ne sont pas nés au Zaïre, ils ne sont pas zaïrois. S'il n'y avait pas eu leur guerre civile là-bas, ces gens ne seraient pas venus chez nous. Et c'est notre malheur, c'est d'avoir ouvert les frontières et accueilli ces gens qui venaient en détresse. Alors si l'on veut résoudre ce problème, mais qu'on le résolve dans la paix et dans la fraternité, mais aucun des problèmes dont nous souffrons à l'est de notre pays ne tire son origine du Zaïre. Si vous remontez l'histoire, tous ces problèmes exclusivement sont tous importés du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Donc nous sommes victimes parce que nous sommes devenus comme la poubelle de tous les problèmes qui se passent dans tous ces pays voisins et qui sont déversés ici chez nous. Et après, on nous dira, les gens qui sont chez vous au Zaïre constituent maintenant un danger pour nous. Mais d'où viennent ces gens? Ils viennent de chez vous.
Quand nous avons eu le problème des réfugiés, le président Mobutu a crié à maintes reprises à travers le monde pour qu'on résolve le problème du retour des réfugiés, pour qu'on mette les moyens et les fonds pour pouvoir évacuer les réfugiés dans leur pays et qu'on puisse éloigner ceux qui refuseraient de rentrer. Personne n'a répondu. Et maintenant que le feu a embrasé la région, on dit c'est le Zaïre qui est à la base parce qu'il héberge chez lui les Interamwe, les ex-FAR, les CNDD et consorts. Mais tous ces gens-là, ce ne sont pas des Zaïrois. Ils ne viennent pas du Zaïre, ils viennent de leur pays. Maintenant qu'on pose la question, pourquoi ont-ils quitté leur pays? Parce que là, dans ces pays-là, le problème ne s'arrange pas. Aujourd'hui, qu'on pose le problème de la démocratie au Burundi et au Rwanda, voilà le vrai problème que la communauté internationale évite. Parce que si on pose ce problème-là, le Zaïre trouvera facilement la solution. Parce qu'il faut que les Hutus rwandais et burundais apprennent à vivre dans la démocratie dans leur pays. Il faut que les Hutus burundais et les Hutus et les Tutsis burundais apprennent à vivre en paix dans leur propre pays. Qu'ils soient minoritaires ou majoritaires, ce n'est pas notre problème. Mais c'est que nous refusons que nous soyons aujourd'hui le bouc émissaire et surtout victimes de toutes les conséquences de ces guerres injustes dans leur pays qui se déversent chez nous et nous devenons maintenant la victime où les femmes, les enfants meurent chez nous injustement. Voilà vraiment la vision du chef de l'État face à cette situation. Voilà, monsieur le conseiller spécial, nous vous remercions de nous avoir accordé ces quelques minutes d'explication autour de la mission que vous venez d'effectuer en Afrique du Sud, la perspective générale des négociations pour essayer de trouver une solution à la guerre qui sévit dans notre pays.